Chose impensable, il y a encore quelques années, nous avons pu voir que de très grosses banques comme la First Republic Bank ou encore la Silicon Valley Bank ont pu fermer du jour au lendemain, laissant tous leurs clients sur le carreau. Alors même si en France, le système bancaire est plus réglementé, il va falloir avoir une approche proactive pour se prémunir des différents risques. Se prémunir des différents risques, justement, parlons-en. Comment choisir son établissement bancaire? Eh bien, nous voyons tout cela dans cette vidéo. On commence cette vidéo par ce malheureux constat, et oui, la plupart des Français n'investissent que leur argent sur des livrets réglementés situés dans le même établissement bancaire que leur compte bancaire principal. Ou alors pire, eh bien ils n'investissent pas du tout et ils laissent dormir leur argent sur leur compte bancaire. Et là, outre le fait que je ne cesse de marteler sur cette chaîne que la diversification est la clé vraiment tant au niveau de vos investissements qu'au niveau de vos systèmes bancaires, là, vraiment, il ne faut pas laisser votre argent dormir sur votre compte courant puisque l'inflation va venir grignoter votre pouvoir d'achat et c'est des dizaines, voire des centaines d'euros que vous perdez chaque année. Si vous ne me croyez pas, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous remets le lien en haut de votre écran. Bref, maintenant que vous êtes quand même un habitué de cette chaîne, vous devenez un investisseur aguerri et vous savez qu'il est très important de se prémunir de l'ensemble des risques possibles en tant qu'investisseur. Et le premier risque possible, justement, ça va concerner notre système bancaire. Et donc, il va être urgent d'optimiser ceci pour se prémunir d'une faillite bancaire et donc de sécuriser notre revenu principal, à savoir la plupart du temps notre salaire. Alors, pour bien comprendre comment se prémunir d'une faillite bancaire, il faut commencer déjà par comprendre comment cela peut arriver. Eh bien, il y a plusieurs origines à une faillite bancaire et on commence justement par le premier cas, c'est-à-dire des charges qui seraient supérieures aux bénéfices de la banque. Eh bien justement, il faut voir un établissement bancaire comme une entreprise. Et pour qu'une entreprise prospère dans le temps, eh bien c'est très simple, il faut que ses bénéfices soient supérieurs à ses charges, c'est-à-dire qu'elle gagne de l'argent. Côté charges, une banque possède différents coûts dont la majeure partie reste le salaire de ses employés et des charges patronales qui s'y appliquent. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi retrouver les coûts de fabrication de vos cartes bancaires, les coûts de structure tels que les loyers, les charges d'électricité et d'eau de leurs bâtiments, les coûts informatiques pour sécuriser justement vos comptes et leur interface, etc. etc. Alors côté bénéfices, elles peuvent vous remercier puisqu'en effet c'est tous les frais qui vous sont ponctionnés. Les frais de carte bleue, les frais de tenue de compte, les frais justement de gestion de portefeuille, de passage d'ordre, les différents intérêts des prêts bancaires, etc. etc. Alors malheureusement ou heureusement selon le point de vue, justement pour défier la concurrence, les établissements bancaires vont tirer sur la corde en vous proposant des tarifs très bas, et justement les tarifs de carte bleue ou de tenue de compte, ou alors justement des crédits à des intérêts qui sont quand même très faibles. Et bien là, il va y avoir un manque à gagner pour ces établissements bancaires et donc pour pallier ce manque à gagner, aussi bizarre que cela puisse paraître, ces banques vont elles-mêmes s'endetter. Malheureusement, trop d'endettement tue l'endettement et donc à un moment donné, les charges vont être bien supérieures aux bénéfices et donc elles vont être obligées de mettre la clé sous la porte. Autre origine d'une faillite bancaire, ça va être le stock minimum de liquidités qu'elles doivent avoir. En effet, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la banque ne possède pas 100% de vos liquidités. C'est-à-dire que si sur votre compte bancaire vous avez 10 000 euros, la banque ne possède pas réellement ces 10 000 euros. La plupart sont aussi investis sur les marchés et une grosse partie ne sont que des lignes de code. Il y a tellement de transactions par jour qu'il serait impossible de tout conserver. De plus, au même titre qu'il ne faut jamais stocker votre argent sur votre compte bancaire, stocker 100% de liquidité pour une banque reviendrait à perdre de l'argent, alors forcément, elles l'investissent. Les banques ont ainsi l'obligation de conserver 8% au minimum de leurs capitaux gérés sous forme de liquidité. C'est pourquoi elles vous limitent parfois en capacité maximum de retrait. Elles vont vous demander également de confirmer certaines opérations auprès de votre conseiller, etc. etc. Tout ceci afin de conserver justement ce ratio minimum de liquidité. C'est aussi pour cette raison qu'en cas de faillite, et vous avez vu justement cet exemple avec la crise en Grèce, des milliers de personnes ne pourront pas récupérer leur argent quand ils le souhaitent. L'erreur est finalement bel et bien là et il faut vraiment en prendre conscience. Dès lors que vous déposez votre argent dans un établissement bancaire, ce n'est plus réellement votre argent ou du moins il va falloir respecter toutes les règles de cet établissement bancaire pour justement récupérer votre argent.
Malgré tout, eh bien, voilà, hein, on ne peut pas prédire l'avenir, mais par contre, on peut se prémunir de ces différents risques et donc on va voir justement toutes les solutions d'optimisation ensemble. La première des optimisations va être de diversifier ses établissements bancaires. En effet, il va falloir répartir son argent sur plusieurs établissements bancaires afin de le sécuriser. Malgré tout, il va falloir faire très attention justement à bien sélectionner ces établissements bancaires. Pour cela, pas d'inquiétude, on va le voir comment faire par la suite, mais il va falloir également faire très attention à l'exposition. Si vous avez 100 000 euros répartis sur 3 établissements bancaires, veillez à justement avoir une répartition équitable. Si vous mettez 99 000 euros sur un établissement et 500 euros sur les deux autres, et bien là, hein, inutile de vous dire que vous avez le même facteur risque que si vous mettez 100 000 euros sur un établissement bancaire. Donc, il va falloir faire très attention à cela. Deuxième solution, il va falloir également se tenir informé justement de la santé financière des différents établissements bancaires. C'est un point crucial. Et justement, il va y avoir des institutions financières qui vont attribuer des notes aux établissements bancaires prouvant ainsi la solidité et la stabilité de la santé financière de ces établissements. En France, sachez que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la fameuse ACPR, fournit des informations sur la santé financière des institutions bancaires. Autre facteur justement limitant ce risque, il faut savoir qu'en France, vous allez avoir les fonds de garantie de dépôt et de résolution, les fameuses FGDR, qui vous garantissent les dépôts jusqu'à 100 000 euros par personne et par établissement dans un délai maximum de 7 jours ouvrables. Attention, cette garantie ne s'applique que sur les comptes et les livrets. Pour tout ce qui va être titres, comme par exemple les actions et les obligations, il y aura une autre garantie à hauteur de 70 000 euros. Et enfin, dernière information, sachez que pour les contrats d'assurance vie ou PER par exemple, eh bien cette garantie ne s'applique pas. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet et on va maintenant limiter au maximum ce facteur risque avec l'étude des différents ratios pour lesquels il faut vraiment prêter attention. Et on commence avec le ratio de solvabilité, le fameux CET1, à savoir Common Equity Tier 1. Le CET1 des 6 groupes bancaires français est de 15,5% au 31 décembre 2021 contre 5,8% en 2008. À la vue de ces résultats, on voit que les meilleurs élèves sont donc 1. Crédit mutuel, 2. Crédit agricole et 3. Le BCPE. Autre ratio, on parle maintenant du ratio de liquidité LCR des banques françaises. Alors ce ratio permet d'assurer que la banque dispose d'un niveau adéquat d'actifs liquides de haute qualité non grévés pouvant être convertis en liquidité pour couvrir ses besoins sur une période de 30 jours calendaires en cas de grave difficultés de financement. Comme pour le ratio de solvabilité, on retrouve deux noms que l'on a vus précédemment avec le crédit agricole en 1, le crédit mutuel en 2 et par contre en 3, on a la banque postale qui fait son entrée. Au regard de tout ce qu'on a vu et étudié ensemble, on peut voir qu'un top 3 se dessine. On a en première position bien, le crédit mutuel, en deuxième position le crédit agricole et en troisième position la banque postale. Alors, le choix pour différencier le crédit agricole et le crédit mutuel et donc placer le crédit mutuel en première position, se fait selon moi sur le fait que le crédit agricole est beaucoup plus exposé au marché à risque que le crédit mutuel. Et donc s'il est plus exposé, en cas de crise majeure, il y a plus de risques que cette banque fasse faillite comparé au crédit mutuel. Malgré tout, les deux places se valent quand même assez largement. En réalité, une banque se découpe en deux secteurs d'activité distincts. La banque de dépôt et de crédit qui constituent vraiment leur cœur de métier. Leur résultat donnera donc le fameux PNB, produit net bancaire. Et on a également la banque d'investissement qui concerne principalement les activités de marché. Sur ces marchés, la banque peut obtenir des gains mais aussi concéder forcément des pertes. C'est d'ailleurs avec cela que l'on peut comparer les ratios de solvabilité et de liquidité. En temps de crise, une banque peut être solvable mais non liquide en cas de retrait massif par exemple de ses clients, ce qui l'obligera à vendre des titres pour obtenir de la liquidité, l'obligeant par la même occasion à concéder des pertes plus fortes. Ceci peut alors former un cercle vicieux qui court à sa perte. La troisième place de ce top 3 est donnée pour moi à la banque postale, alors ça peut vous surprendre, mais pour moi, quand on observe justement les différents ratios, on voit que au niveau du ratio de solvabilité, la banque postale est très très proche de la BPCE, qui est d'ailleurs un alliage, une fusion entre la banque populaire, la caisse d'épargne, mais aussi Natixis. Donc voilà pour le petit apartheid. Mais quand on observe justement le ratio de liquidité, pour moi, la balance penche plus du côté de la banque postale. Attention malgré tout, ces résultats sont à prendre avec des pincettes parce que pour moi, il est beaucoup plus difficile de retirer son argent justement à la banque postale et donc elles vont garder la maîtrise de leur mouvement
et donc la maîtrise de leur liquidité. Alors finalement, comment limiter les risques au maximum? Eh bien, dans un premier temps, peut-être choisir votre établissement bancaire en fonction de ce top 3. Et oui, s'il a les meilleurs ratios, il y a de grandes chances qu'il résiste en temps de crise. Malgré tout, le top 3 est basé sur des ratios qui changent chaque année, donc prêtez vraiment une grande attention de façon annuelle à tout cela et privilégiez peut-être un établissement bancaire qui se retrouve globalement tout le temps dans ce top 3. Vous avez ainsi plus de chances de résister face aux crises. Malgré tout, eh bien, on voit que quand même la BNP se retrouve à chaque fois bon dernier de ces ratios. Il est quand même peut-être assez intéressant d'étudier plus en profondeur le cas de cette banque pour éviter de tout miser sur cet établissement bancaire. Deuxième point très important, il va falloir vraiment étudier l'actualité financière des différents établissements bancaires. En effet, il va falloir peut-être écouter un petit peu ce qui se passe, les différentes rumeurs, voir s'il y a eu justement des changements au niveau de la notation de ces établissements, voir également la santé financière et la stabilité de ces établissements. C'est très important de vraiment toujours être au courant de l'actualité. Si vous regardez peu d'actualité, eh bien sachez qu'à chaque fois sur nos réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, eh bien on vous fait un condensé d'informations chaque jour, un petit top 3 des informations. Et donc forcément, s'il y a vraiment une rumeur alarmante ou autre sur les établissements bancaires, eh bien vous pourrez ainsi le voir passer. Donc n'hésitez pas à nous suivre, vous avez à chaque fois tous les liens en message épinglé. Troisième option qui s'offre à vous, ça va être la diversification bancaire. Et oui, je vous le répète à chaque fois, plus vous allez vous diversifier, moins vous allez être exposé au risque. Dans ce cadre-là, si vous croyez à 100% dans les établissements bancaires français, eh bien vous pouvez peut-être ouvrir un compte bancaire chez chaque acteur de ce top 3. Attention aussi à ne pas vous faire avoir en pensant vous diversifier dans une autre banque alors qu'en réalité c'est une filiale de votre banque principale. Je pense notamment aux banques en ligne, donc faites très attention à ce tableau. Malgré tout, si vous ne croyez pas à 100% justement à l'efficacité des établissements bancaires français, vous pouvez toujours ouvrir un compte bancaire à l'étranger, comme en Suisse ou en Norvège par exemple. Ceci limiterait votre exposition à une politique d'un seul pays et aussi limiter l'exposition à une seule monnaie. Je vous le rappelle que ouvrir un compte bancaire à l'étranger n'est pas illégal à la seule condition que vous le déclarez. Si vous avez vu justement le documentaire sur Liliane Bettencourt, eh bien vous savez de quoi je parle. Mais bon, après tout, faut croire qu'elle le valait bien. Enfin, dernier point qui s'offre à vous, ça va être de vous diversifier au niveau de vos actifs. En effet, se diversifier au niveau des établissements bancaires, c'est une chose, mais également se diversifier au niveau des actifs tangibles tels que l'or, l'immobilier ou d'autres actifs vraiment réels d'investissement, eh bien ça va vous prémunir, ça va vous limiter votre exposition aux établissements bancaires, mais aussi à la volatilité des marchés. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on peut voir qu'une faillite bancaire en France en ce moment est quand même peu probable, mais la prévoyance et l'optimisation est vraiment de qualité nécessaire pour un investisseur. Il va falloir du coup diversifier ses établissements bancaires, mais aussi ses investissements et donc les actifs qui s'y appliquent. Bref, dans tous les cas, vous pouvez également vous faire accompagner par des conseillers financiers qui vont pouvoir mettre des stratégies personnalisées pour justement se diversifier au niveau de vos investissements et donc limiter le risque de perte totale en cas de volatilité de marché sur les marchés financiers. Bon, dans tous les cas, il va falloir également que vous prêtez attention justement à ces établissements bancaires. Vous y mettez quand même vos revenus principaux, donc il faut vraiment garder la maîtrise de votre argent. Pour cela, vous avez vu qu'il y a un top 3 qui se dessine, le crédit mutuel, le crédit agricole, mais aussi la banque postale. Ce top 3 peut évoluer annuellement, donc faites à chaque fois vos recherches et vraiment allez analyser, étudier vraiment toute l'actualité financière, c'est très important. Si vous ne le faites pas, une nouvelle fois, on peut le faire pour vous. Sachez que sur nos réseaux, Instagram et Facebook, on vous partage chaque jour l'actualité financière en 3 slides, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça peut vous éviter de réels déconvenus parce qu'une fois que ça passe au JT, c'est trop tard. Dans tous les cas, diversifiez-vous, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche, c'était Mathias.